Bon, bonsoir à tous. Pardon pour ce petit faux raccord du début. On se retrouve en live ce soir. Donc, My Life in Post, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je rappelle rapidement ce que c'est. En fait, c'est en 5 posts, 5 moments clés qui font d'un compte ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce soir, je vais interviewer Tiganette, donc c'est Amélie. Elle a 88 000 abonnés, elle a une communauté hyper engagée et on va découvrir ensemble comment c'est arrivé, comment elle a été jusqu'à ses 88 000 abonnés, comment elle gère son compte et quels ont été les 5 moments clés de son histoire. Bonsoir Amélie. Salut Béné, bonjour tout le monde. Du coup, je te laisse te présenter avant qu'on commence quand même. Et puis en quelques mots, présenter un peu ton compte, ce que tu fais et qui tu es. Ok, moi c'est Amélie, je suis chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Ziganet, pas compliqué à retrouver. Je suis femme et mère de 3 enfants. Et voilà, je pense brièvement que c'est à peu près ça. Et sur mon compte, on retrouve un contenu familial et d'entrepreneur et un peu tout ce qui me fait plaisir, des recettes, du maquillage, du melting pot, de tout ce que j'aime. Et sans trop de chichi. Ok. Bon, alors moi, je redis quand même que on est amis, donc je connais quand même bien ton compte et on se connaît depuis bien 3 ans, je crois, à peu près, et que j'essaye désespérément de te voler ton mec. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc, pour commencer, déjà, la grande question, c'est de nous raconter comment ça a commencé sur Insta. Quand on a préparé le live, tu me disais que au départ, c'était pas du tout prévu que ça prenne cette ampleur et que toi, c'était vraiment ton Insta à toi, quoi, ton Insta perso. Exactement. Moi, j'avais un petit compte Insta comme tout le monde que j'ai ouvert en 2012 au début d'Instagram, sur lequel je postais des photos d'ongles et de maquillage. J'étais une jeune femme en couple, sans enfants, et qui avait des hobbies de célibataire, enfin de femme sans enfants, quoi, qui a le temps de faire les ongles. Et puis un jour, je suis tombée enceinte et j'ai partagé un peu plus de photos de grossesse, puis de photos de mon enfant, jusqu'au jour où j'ai accouché de mon deuxième enfant. Et c'est ce que vous voyez à l'image, c'est Olivia, donc il y a 6 ans. Et c'est là que tout a réellement commencé. Et Puisque le post qui t'a lancé vers un compte moins perso, quoi. C'est ça. C'est le poste qui a amené du monde, on va dire, parce que ça restait quand même, somme toute, raisonnable. Cette nuit-là, j'ai eu un gain de 600 abonnés de gens qui sont tombés sur cette photo et qui ont craqué pour sa bouille, pour mon récit, et qui étaient globalement des femmes enceintes du même terme ou qui avaient un bébé qui allait naître et on allait se suivre dans ce début de maternité. Ouais. C'était le tout début, je pense, d'Instagram, de cette Ouais. communauté de mamans aussi. Et t'as été t'as été Ouais. précurseur, est-ce qu'on a le droit de dire? Moi, je dis précurseur, hein, on se comprend bien, je crois. Je voulais Précur- le féminiser, mais je suis pas sûre de moi, donc Non, non, mais précurseur, ouais, précurseur de l'Insta famille et notamment de l'Insta maternage. Parce que à cette époque-là, il y a 6 ans, on parlait peu portage, très peu allaitement, et ça allait faire vite, vite partie de ma vie et d'être mon quotidien. ouais, tu faisais des vidéos même de tutos, etc. Enfin, Ouais. c'est vrai que t'as été, c'est énorme quand même pour un petit compte de faire 32 000 vues, là on le voit. T'as été dans les toutes premières à créer cette communauté en fait du maternage et Exactement. des mamans sur Insta en fait, hein. Ouais, et puis oui, c'était vraiment beaucoup parce que là, à cette époque-là, j'avais moins de 10 000 abonnés et je Ouais, faisais 32 000. c'est quand même énorme. Ouais, C'était déjà le début d'un engagement ouais. hyper important. Et Il faut rappeler quand même qu'Insta n'était pas ce que c'était et qu'à cette époque-là, on était sur un algorithme chronologique. Donc chaque personne abonnée à mon compte voyait passer ma publication par ordre chronologique. Si je postais il y a 1 heure, il bah, n'y avait tu pas de voyais. tuto. Il n'y avait pas d'algorithme.
Donc t'avais pas, ce truc de partage, t'avais pas ce truc de mise en avant, forcément? Non. Et puis il y avait pas de story. C'était que des Ah, posts. Donc on postait plusieurs fois par jour. Et on postait des fois pour écrire, pour parler de choses qui nous tenaient à cœur, et des fois juste pour mettre une photo, pour dire je vous souhaite une belle journée, comme on ferait aujourd'hui une story pour dire bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon dimanche. À l'époque, on postait une photo et on écrivait ça en dessous. Il n'y avait pas de tout ça. bah, moi, j'ai commencé à te suivre justement, bah, comme tellement d'autres mamans, j'imagine, en étant à bah, quand j'ai été en congé mat, que j'ai commencé à être sur Insta, en fait, parce qu'avant, bah, tu bosses, t'as pas forcément le temps. Et j'ai atterri, je crois, ouais, pour du portage. Donc je pense que Comme beaucoup. Comme comme beaucoup de la gens. majorité des gens, à ce moment-là, qui arrivent sur des tutos portage. Et c'est vrai que, vous donniez envie, Vincent et toi, en fait, vous étiez un peu, les nouveaux parents, quoi. Faire Ouais. on tendait tous et vous étiez dans les premiers à partager ça, tous les 2 en plus. Donc c'était cool aussi de voir un papa. C'est ce qu'on voit, là, sur, Et c'est à cette époque-là aussi qu'on a travaillé pour la marque donc Je porte mon bébé qui est devenu Love Radius. Et où il s'est créé un espèce de truc autour du portage où on nous voyait tellement parce qu'on était les modèles photos de la marque, on nous voyait tellement sur leur compte, sur leur site, sur les boîtes de porte-bébé, que beaucoup de gens pensaient que Je porte mon bébé, c'était nous. Donc du coup, il y a eu un espèce de quiproquo qui a fait ouais, que c'est vrai. on était devenu la référence du portage alors que c'était pas nous du tout. Mais voilà, du coup, oui. C'est votre marque, quoi. Voilà, c'était devenu notre marque. J'aimerais bien. Non, pas du tout. Ce n'est pas nous. Et Je porte Rétablissons. mon bébé, c'est aussi la naissance quand même, d'amitiés qui Oui, sont nées, via donc les réseaux et qui ont été réunies un peu aussi par, Je porte mon bébé. Donc je pense, à à Charlotte. Charlotte, Il y a évidemment. Betty aussi, il me Oui, semble. Et puis au fur et à mesure, ça a créé une sorte de groupe un peu de mamans qui s'entendaient bien aussi. Ça a c'est grossi. ça. Forcément, ça fait des échanges de communauté quand, Exactement. Ça a commencé par partager une boîte de porte-bébé où on voyait toutes nos têtes sur chaque face. Et puis finalement, un jour, on s'est rencontrés et puis il s'est lié quelque chose. Donc avec Charlotte, on s'est rencontrés à la naissance de Jana et Olivia qui avaient le même âge. Euh, alors qu'on avait été sur la même boîte de porte-bébé 2 ans plus tôt. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et puis on ne s'est plus jamais quittés. Et puis Betty, c'était notre référence à nous, parce que pour le coup, elle faisait du portage bien avant nous. Et c'était vraiment, enfin, comme toutes les mamans qui ont une nouvelle écharpe de portage, tu tapes sur YouTube tuto portage, c'était Betty. Il n'y avait que Betty à cette ouais, époque. Donc c'était la queen du portage. première à lancer le truc, quoi. La vraie première, c'était elle. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça a créé cette communauté, de mamans un peu copines qui Ouais, ont créé elles-mêmes, bah, leur communauté et tout ça s'est mélangé et au final, c'est ça aussi qui a créé cet engagement de, ben, c'est cool de voir des copines échanger entre elles et cetera, donc ouais, enfin, ça a grandi comme ça jusqu'à, du coup, ton 3e enfant, jusqu'à la naissance d'Alba. exactement. Tu me disais que tu avais et la communauté engagée et le nouvel algorithme des réseaux qui, peut-être qu'il y avait plus de partage, plus de trucs comme ça et tu as eu donc c'est le 2e, grand tournant de ton compte qui est arrivé au moment de la naissance d'Alba. Tu avais combien d'abonnés à ce moment-là? Qu'on fasse un petit, Fin de grossesse, j'étais à 50 000. ouais, donc tu as fait presque 25 000 likes, ce qui est la moitié, Ouais. qui est énorme. Oui, oui, mais bon, comme toutes les naissances, enfin, les posts les plus marquants d'un compte parentalité, ça reste les annonces de grossesse, les naissances, éventuellement les mariages. Et nous, c'était déjà fait mauvais timing, hein, vraiment. C'était mauvais. Mais oui. Et comment ça a changé ton compte, ce 3e enfant? Est-ce que tu dirais que ça a fait un essor au niveau des abonnés, mais ou plutôt que, ça a participé à cet engagement hyper fort que tu as? Alors pour Ça, elle, l'engagement, sur un compte oui, Insta, pour ceux qui ne savent pas, c'est, l'audience que tu vas, générer, qui va vraiment te suivre par rapport à ton nombre d'abonnés.
Donc en général, on tourne vers 5%, je crois. Donc c'est par exemple, tu as 50 000 abonnés, ben, tu vas avoir, je sais pas, 5%, ce que ça représente, 5000 likes. 2500 likes. Merci Romain. Donc quand tu es au-dessus, bah, tu as 5000. Quand tu es à 10%, comme toi, Amélie, souvent tu tournes autour de 10%, tu vas être sur 5000 likes sur tes photos. Et c'est pareil sur les stories, c'est un peu plus, mais c'est le nombre de personnes qui te regardent quotidiennement par rapport à ton nombre d'abonnés. Et plus c'est haut, plus ton engagement est bon, en fait. Et Ça. c'est un compte qui est beaucoup suivi et qui en plus a un très très fort taux d'engagement. Donc c'est aussi intéressant de comprendre comment ça s'est fait, pourquoi il y a eu cet engagement qui s'est créé. Voilà. Maintenant, Oui. je... Je crois que la naissance d'Alba a fait que les gens qui étaient là sont devenus encore plus engagés parce que on était dans un partage peut-être plus intime et du coup forcément ça plaît d'autant plus. Alors c'est toujours un peu spécial parce que ça s'apparente presque à du voyeurisme, de se dire plus c'est intime, plus j'aime ça, plus je regarde. Moi, c'est aussi ma façon de consommer Instagram. J'adore les comptes intimes, les comptes où c'est pas justement forcément Instagrammable, où on ne montre pas que du joli, de la maison rangée, des enfants propres et sages et qui ne font jamais de bêtises et des parents toujours très raccords et très zen. C'est totalement l'inverse de ce qu'on peut ce qu'on peut trouver sur mon compte. Alors j'aime beaucoup le beau, donc je vais faire en sorte que mes photos elles soient jolies, elles soient esthétiques parce que j'aime ça et que j'aime prendre des photos, traiter des photos et faire des jolis rendus. Mais si tu regardes mes stories, c'est énormément de vie normale d'une maman de 3 enfants avec une maison en bordel parce qu'elle a 3 enfants vivants. Ouais. Donc, C'est beaucoup plus à ça, je pense, qu'à une ouais. maison parfaitement clean, tout Ouais. bien fait. Alors, j'imagine que ça dépend aussi de ce que tu aimes consommer, hein, et les comptes tout beaux, tout roses, c'est aussi sympa à regarder parce que c'est de l'inspiration. Mais pour le Oui, coup, c'est de tu t'y l'inspiration, retrouves mais pas forcément. c'est moins engageant, tu vois. Oui, Les gens ont moins envie de commenter, ont moins envie de... Ils aiment bien regarder parce que c'est beau, mais ils se sentent pas investis pareil. oui. Enfin, en tout Je cas, moi, c'est comme ça d'accord. aussi. Je suis des mamans où tout est beau, tout est rose, c'est génial, elles font des activités de dingue et tu te dis, mais mon Dieu, moi, je fais ça, ça dure 3 secondes et il me renverse tout par terre et je mets 2 heures à ranger. Mais j'ai moins tendance à liker parce que je me retrouve moins en elle que, tu vois, chez une nana comme toi où je vais avoir envie de mettre un petit commentaire, où je vais avoir envie de... Ouais, de participer en fait, tu vois. Ouais. Et Et te dire, putain, on est dans la même galère. Ouais, merci, ça me rassure, tu vois. C'est ça. Moi, combien de fois je le reçois sur mon compte, ça, merci, ça me rassure. Moi aussi, hein, c'est mon quotidien. Et De rassurer les gens. ma vie, c'est de la merde, rassurez-vous. C'est ça. Ou alors les messages pour dire, c'est pas que je me réjouis que ce soit compliqué pour toi, mais vraiment, ça me rassure parce Ouais, que c'est pas que chez moi. Oui. ouais, moi aussi, j'en Nous reçois. sommes dans la même mouise. Et du coup, ben, de fil en aiguille, ça a de plus en plus pris. Toi, avant, qu'est-ce que tu faisais? C'est intéressant que tu rappelles ça avant qu'on passe quand même Oui. à Ticanet Création. Donc à cette époque-là, alors si on reprend un peu chronologiquement, donc Insta a commencé réellement à la naissance d'Olivia et à cette époque-là, j'étais auxiliaire de puériculture en crèche. À la naissance d'Olivia, j'ai repris mon poste à 50%. Donc j'ai été quand même auxiliaire de puériculture et présente sur les réseaux pendant quasiment 3 ans parce que j'ai arrêté complètement après la naissance d'Alba. Donc en fait j'ai travaillé en crèche jusqu'à mon congé maternité pour Alba. Ok. Et du coup, pardon, j'étais en train de lire les commentaires en même temps. Je t'en prie, fais Euh, ton boulot. Parce qu'il y a beaucoup de questions si ça sera en replay. Donc je fais une petite parenthèse. Oui, le live sera en replay, je pense, mercredi.
parce que, bon, bref, c'est pas grave. Il Et sera en du replay coup, mercredi. ouais, voilà. Et du coup, donc tu étais auxiliaire de puériculture, tu as pris un congé parental et donc ta communauté commençait à bien se créer, à être de plus en plus engagée. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à te dire vas-y, je tente le coup et donc de créer Tiganet Création, qui est ta marque d'allaitement. Ouais. Alors, tout a commencé. J'ai l'impression d'être le père Castor. Tout a commencé quand Olivia avait, je dirais, 2 mois. J'ai commencé à coudre pour moi des robes d'allaitement. Parce que à cette époque-là, on parle d'il y a 6 ans, donc, à l'époque, d'il y a longtemps, des dinosaures hein, pour Insta. Il y a 6 ans, dans le monde de l'allaitement, il n'existait pas grand-chose. Et en fringues, autant vous dire qu'il n'existait que dalle. Ce qu'on pouvait trouver, c'était des robes qui faisaient grossesse et allaitement. Moi, j'étais bien déterminée à allaiter cet enfant parce que mon aventure d'allaitement avait pris fin extrêmement prématurément pour Esteban. Et donc là, vraiment, je m'étais dit, cet allaitement va fonctionner. Sauf que pour qu'il fonctionne, il faut aussi se sentir bien et dans son corps et enfin voilà, être bien. Et donc moi je voulais des fringues qui soient féminins, dans lesquelles je me sente femme et que je me sente belle en fait tout simplement. Et les robes parachutes que tu as portées pendant 9 mois, tu n'as pas envie de les porter encore pendant 1 an et demi après, alors que pour ma part, j'avais retrouvé ma ligne. Enfin, voilà, je voulais être habillée, stylée et pouvoir allaiter. Et je me voyais pas non plus passer 18 mois avec une chemise à déboutonner 8 fois par jour. Du coup, au début, tu l'as fait vraiment que pour toi, ça. Ça, moi, je l'ai fait pour Pas moi. d'idée. Enfin, même pas parce que ma première robe, elle n'était pas pour moi, elle était pour ma sœur, pour lui offrir à Noël. Et la toute première pièce que j'ai montrée, donc c'est moi qui la portais, mais elle était pour ma sœur. Je l'ai montrée la veille de Noël parce que j'étais hyper fière du résultat. Enfin, j'étais vraiment contente de mon coup. C'était joli, c'était ajusté, c'était pratique. Et donc, j'ai juste fait une photo, genre, waouh, je suis trop fière. Voilà le cadeau que je vais offrir à ma sœur demain pour Noël. Et à cette époque-là, d'ailleurs, ma sœur, ma mère, ma grand-mère et tout n'étaient pas encore sur Insta parce que maintenant, famille entière est sur Insta. Et donc, Tout le monde te suit. tout le monde. Et donc, à cette époque-là, vraiment, c'était juste pour montrer ma petite fierté égocentrique de j'ai réussi ma cousette, quoi. Et finalement, très vite, il y a eu une pluie de commentaires pour me dire oh là là, mais c'est trop beau, moi aussi je voudrais faire ça. Tu pourrais pas m'en coudre une? Et tu sais, un peu plaisanterie, mais parfois un peu appuyée de non, mais Ouais. vraiment, moi Et je du te coup, l'achète. toi, ça te... Et moi, là, vraiment, à ce moment-là, je me dis, mais non, en fait, je peux pas parce que j'ai un bébé qui tète toutes les 25 minutes. J'ai un boulot que je reprends bientôt. Enfin, mon quotidien ne me permet pas de coudre. Et c'est là que Vincent intervient et qui me dit bah, si ma cocotte, tu vas le faire parce que c'est une bonne idée. Et moi, pour le coup, j'avais pas du tout une âme d'entrepreneur. Alors que lui, oui, il avait déjà plaqué son boulot pour devenir entrepreneur et monter sa boîte. Donc à l'époque, il était agent immobilier À ce indépendant. moment-là, quand Alba est née, non, quand Olivia est née, Vincent, il était toujours à son compte, quoi. Enfin, Il était agent. Avant, il était ingénieur dans le bâtiment. Il a quitté son boulot quand Esteban était petit, quand il avait 1 an et demi, parce qu'en fait, il n'avait pas fait des enfants pour pas les voir et donc il voulait profiter d'eux et les voir grandir. Donc, il s'est formé sur le tas. Il a passé une petite formation en plus de son bac+5 pour devenir agent IMO. Et donc, à cette époque-là, lui, il était agent IMO. Moi, j'étais toujours auxiliaire de agriculture. Et donc il m'a dit, si, on va trouver une solution. Et donc la solution à l'époque, étant donné que quand même, enfin je me voyais pas du tout ouvrir un carnet de commandes, ça me faisait flipper de me dire, ouais mais en fait il y a des jours où je vais pas pouvoir coudre, des jours où ton bébé il est tellement accroché à toi, tu pourras rien faire. Et donc il m'a dit, tu couds un truc pour toi, t'en couds 3 de plus. Et quand c'est cousu, tu les mets en vente. Tu vois, t'as plus la pression de devoir réaliser une commande. Les trucs sont déjà faits, t'as plus qu'à les envoyer.
Donc j'ai fait ça et puis je l'ai mis en vente. Alors vraiment à l'arrache et je prévenais en post parce qu'on n'avait toujours pas de story. Je disais j'ai cousu 3 robes, elles seront dispo ce soir à 21h et puis à 21h je faisais un post pour dire voilà il y a 3 robes, taille S, M, L. Premier en commentaire qui me dit moi, il l'achète. Et donc, c'est comme ça que tout partait, mais en moins d'une seconde. Enfin, c'était vraiment la folie. Ouais, parce qu'il y a une vraie demande et que tu as été T'as été une des premières marques d'allaitement à se Et oui, créer. à cette époque-là, vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait pas Tagine Banane, il n'y avait rien. Ouais, Euh, c'était pas et- encore une marque par contre. C'était tu cousais toi-même oui, et tu postais. Et du coup, je pense que ces posts aussi, bah, c'est ce que tu me disais d'ailleurs, ont généré énormément de trafic parce que c'est le genre de bon plan que tu te files entre mamans allaitantes. T'as pas vu, il y a Tiganette qui fait exactement. Et puis, Imagine en qu'il y a plus, tu Facebook, sais, il y a le bouche à oreille, Tiganette t'as fait des robes t'as un d'accouchement, tu vois. peu ce truc en plus de... je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je l'ai... Enfin, tu payes, mais en fait, tu as l'impression d'avoir gagné un truc, tu vois. Tu as Ouais, gagné le droit d'acheter ton fringue. C'est quand même incroyable comme méthode. Et donc, on a fait ça. Et on a fait un peu plus. Et puis finalement, je me suis dit, waouh, il va falloir que je confie mon bébé vraiment pour avoir du temps. Donc, on l'a mis en crèche. Donc, je rappelle que je travaillais encore à 50% en crèche. Donc, je travaillais 2 jours par semaine en crèche. On avait réussi à avoir une place en crèche pour ces 2 jours. Mais du coup, quand je cousais, j'avais mon enfant avec moi. Et très vite, on a eu un 3e jour. Et donc, j'avais un jour réellement où il était là que pour coudre. Donc, je carburais. Je cousais du matin au soir. La semaine, dès que les enfants dormaient, je me remettais à coudre. Et donc, j'étais là dans mon salon jusqu'à minuit en train de coudre des trucs pour pouvoir vendre le vendredi d'après. Et donc, il y avait une vente comme ça par semaine de quelques pièces de ce que j'avais pu coudre dans la semaine. Le vendredi matin, on prenait les photos avec Vincent, on postait et hop, c'était parti. Et donc, on a ouvert notre encore la moitié. premier site internet qui était voilà, avec ces photos-là que vous voyez à l'écran. Euh, et donc, sur ce site internet, on postait les quelques pièces toutes les semaines, le vendredi, et puis ça partait aussitôt. C'est canon. Enfin, j'aime bien réavoir les tout débuts de ta marque. Et du coup, il y a eu donc la naissance d'Alba. Ouais, Il me semble, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vers ce moment-là où vous êtes un petit peu plus professionnalisé exactement. sur les vêtements. Donc ça a été Exactement. tes nouvelles collections, tes anciennes, tout ça qui sont arrivées après. Et du coup, bah vas-y, raconte-nous. Donc, pendant la grossesse d'Alba, vraiment notre petite marque de créateur qui couse dans son salon prenait vraiment de l'ampleur. Et c'est le mois où j'ai cousu sans pull, toute seule, donc dans mon salon, qu'on s'est dit, wow, là, faut passer la vitesse supérieure, on peut pas continuer comme ça, je suis enceinte, je vais avoir mon 3e enfant. Je sais que je repars dans la folie de l'allaitement, le portage et tout ça, je ne vais pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Et donc, on cherche d'abord un atelier. Puis, on trouve un atelier à Paris qui s'appelle Atelier Coco et Rico, qui sont OK pour nous accompagner dans notre projet, qui trouvent ça top. C'est des petits jeunes comme nous, parce que donc, à l'époque, on avait 26 ans. Et puis, on tente notre première prod, où c'est pas moi qui couds, du coup. Et on fait une campagne de crowdfunding sur Ulule pour lancer la première collection et voir réellement s'il y a de la demande. Parce que tu vois, entre vendre 15 pièces par semaine et faire une vraie prod, alors à l'époque c'était pas beaucoup, je crois que la première prod on avait fait 200 pièces, quelque chose comme ça. Mais le gap il est quand même énorme. Tu sais que tu vends 15 pièces, mais tu sais pas si tu vends 200 pièces, tu vois. Ouais, Et ouais, puis c'est finalement, ça a été un au début, succès. t'as pas non plus les fonds de Non, 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 mais c'est pour ça qu'on est passé par le crowdfunding, la parce que déjà, ça nous assurait de ne pas créer un stock. Ça, c'est ma flip, et c'est encore ma flip maintenant, d'avoir du stock sur les bras et de ne pas savoir quoi en faire. Donc, on s'assurait de coudre à la demande, en fait. D'être sûr d'avoir fait exactement le nombre de pièces qu'on avait vendues et ouais. pas un surplus.
Donc c'est un succès, ça nous rassure énormément et c'est à ce moment-là que Vincent quitte son boulot et on ouvre l'entreprise en SARL, donc on quitte le statut d'auto-entrepreneur et on devient une SARL où nous sommes tous les deux. Donc tous les deux, vous avez vraiment tout plaqué pour vous lancer à fond sur cette marque d'allaitement. Et du coup, là, on voit un des posts qui avait aussi bien fonctionné dans tes premières collections avec Ouais. Coco. Et on voit justement toutes les copines. Il y a Charlotte, il y a Tiffany, il y a Julie. Et il nous manque Betty sur cette photo qui était là pendant le shooting mais qui devait être en train d'allaiter. C'est rigolo parce que je trouve que ça rejoint de toute façon la naissance d'Alba, étant donné Mais que c'est le jour de du l'accouchement réseau ce d'Alba. jour. Mais du coup, c'est deux trucs qui ont été très très liés et Oui. tu retrouves la communauté justement de maman et c'est vrai que ça fait un peu un truc entre copines qui se fait entre amies et cette marque qui se lance et qui est portée aussi par tes copines que tu t'es faite via les réseaux et je pense que ce côté-là, très familial, très amical, tout ça, ça a quelque chose de super engageant et c'est aussi ce qui fait ta marque, tu vois. Oui. Enfin, j'ai l'impression et je pense que... Ouais. Non mais je suis d'accord. C'est le fait de, alors déjà d'avoir fait grandir cette marque, enfin, sans la communauté, ma marque, elle ne serait rien. Parce que moi, je suis pas marketing, on fait pas de pub, on n'investit pas dans la communication. Cette marque, elle marche parce qu'elle est poussée par la communauté, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas juste Vincent et moi, c'est la communauté Vincent et moi. Parce que Ouais, si nos clients sont pas là, enfin, la plus grande pub qu'on ait de tous les temps, c'est le bouche à oreille. La plupart de nos copines, enfin de nos clientes, disent à leurs copines il faut que tu achètes chez Ziganet ou elles sont enceintes, tu sais, si tu veux allaiter, il faut acheter chez Ziganet. Et on a beaucoup de gens qui nous envoient des messages qui ne connaissent pas notre marque, qui ne connaissent pas notre fonctionnement et qui tombent à un moment où il y a rien, parce qu'on a des gros trous de prod. En fait, on ne produit pas en continu, on produit des collections qui partent pour la plupart du temps très vite. Et donc, en attendant la collection d'après, bah, il n'y a pas grand-chose sur le site. Donc, des gens qui me disent, ah, bah, il y a ma voisine qui m'a dit de commander, mais il n'y a pas grand-chose sur le site. Comment ça se fait? Donc, il faut un peu expliquer le pourquoi du comment. Mais la plupart des recommandations, c'est fait en bouche à oreille. et est-ce que ça, tu trouves que, parce que je reviens un peu sur le principe de My Life in Post, est-ce que tu penses que ça t'amène aussi du monde sur ton compte ou ça maintenant c'est vraiment bouche à oreille et ça n'est que la marque? Je pense pas que ça amène du monde sur le compte parce que de plus en plus, je vois que les abonnés de la marque ne sont pas forcément mes abonnés. Elles sont là pour les fringues, mais pas forcément pour la personne qui est derrière. Ouais, donc il y a vraiment eu enfin ça commence en tout cas de faire un gap entre Ouais, ton compte et ta marque. oui, oui, Et c'est oui. cool, c'est le but, hein. Oui, c'est le but. Il C'est faut le but que savoir. mes acheteuses ne soient pas forcément les gens qui me suivent, mais les gens qui veulent porter mes vêtements. Mais du coup, cette création d'entreprise en famille, avec les copines qui te suivent et tout ça, ça a généré un vrai trafic sur ton compte à ce moment-là. Ah En fait, oui. ça a Ah, été au moment de la naissance d'Alba et je pense aussi que ça a été au moment où enfin, la communauté maternage, etc., a pris un énorme essor sur Instagram. oui. Je pense que c'était vraiment Il y a 3 ans et demi. ouais, où ça a décollé d'un coup. Et bon, après, maintenant, ça a encore changé et tout ça, mais il y a 3 ans et demi, il y a vraiment eu un truc des mamans sur Insta. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on était des ovnis en parlant portage, maternage, cododo et allaitement. Et il y a 3 ans, on était devenu une norme, tu vois. Et Mm. donc, moi, il y a 6 ans, je recevais des agressions en commentaire par des gens qui passaient par hasard sur mon compte et qui disaient mais mon Dieu, au secours, elle allait, c'est horrible, mais cachez-vous et tout. Et c'est plus du tout le cas depuis 3 ans. Alors, je dis pas que ça arrive plus chez personne, mais chez moi,
Ça n'a jamais été le cas pour Alba. Jamais on m'a dit mais au secours, tu l'allaites, c'est quoi ton délire quoi. Alors que pour Olivia, énormément. Moi, ça m'est jamais arrivé pour Jules, Mais oui. il y a 16 mois. Mais je pense qu'on a réellement passé un cap Non, et je pense qu'on peut se t'avais féliciter et changé. dire qu'on a bien travaillé hein, parce qu'on a apporté de la visibilité à l'allaitement, au portage, au maternage, au cododo, au fait que le postpartum c'est de la merde. Et du coup, en fait, c'est devenu normal. Et maintenant, quand les femmes en parlent, c'est juste pour soutenir et c'est pas pour se cacher comme il y a 6 ans. Ouais, et du coup, toi, il y a 3 ans, tu étais déjà bien installée Ouais. dans ce rôle de conte de maman qui parle de la vraie vie. Et quand ça a eu ce boom il y a 3 ans, ben, t'as été dans les références en fait. Ouais. Tu vois, t'étais un conte. Enfin, pour moi, en tout cas, il y avait toi, il y avait Charlotte, il y avait Marie, il y avait qui d'autre Je me souviens plus de son prénom. Bon, bah c'est pas grave. Passons. On saura pas de qui tu parles. Non, mais c'est un conte que j'ai jamais vraiment suivi, mais je sais que c'était aussi une référence portage allaitement, du coup, mais ça allait un peu plus loin que vous. Donc, moi, j'ai jamais été trop adepte, mais je sais qu'elle était citée avec vous. Voilà, je me souviens plus qui c'est. On verra en Bref, off, on la retrouvera. Là, tout de suite, je ne sais pas de qui tu parles. je me souviens même plus du nom de son compte parce que c'était il y a longtemps. Hein. C'était quand moi, je me suis abonnée à vous, en fait. Tu vois, Ok. moi, je suis arrivée après. Moi, j'ai eu mon premier après vous, Oui. à peu près en même temps que tu as eu Alba, enfin, à quelques mois d'écart. Et du coup, moi, quand je me suis abonnée, je me suis abonnée aux mamans, tu vois. Genre, Ouais. c'était les mamans d'Insta, c'était les meufs à suivre, tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est un petit peu avant la naissance d'Alba qu'il y a eu cet essor, et du coup, il y a eu ta marque, et du coup, il y avait les copines, et du coup, enfin, tu vois, je pense que ça a vachement joué dans, dans la création de ta communauté. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est quoi l'évolution après ça? Tu m'as parlé de mise à nu quand Ouais. Vincent a participé à ce podcast. Il me semble que c'est un podcast ou C'est un podcast vidéo. C'est une Ouais. vidéo sur YouTube. Le concept de mise à nu, alors ils n'en font plus parce que leur vie a énormément changé. C'était un couple, Nathalie et Olivier, qui interviewaient des gens dans leur salon. Et donc le principe de la vidéo, c'était que au fur et à mesure que tu te mettais à nu, que tu racontais ton histoire, tu te mettais à nu réellement. Donc à la fin de la vidéo, il finit en caleçon. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et donc Vincent a pris la parole et a parlé sans langue de bois de la paternité et de à quel point c'est dur pour un homme, que c'est dur d'être le mari d'une femme qui a choisi le maternage proximal. Et cette vidéo, je pense l'avoir regardée au moins 15 fois. Alors elle fait, je crois, 18 minutes. Et à chaque fois, je chiale. Mais je chiale ma race. Je crois qu'il a beaucoup pleuré dans les chaumières avec Oui, cette vidéo. il a fait énormément pleurer. C'est une vidéo qui a été énormément relayée et qui a été énormément vue et je vous la conseille. Et je la conseille surtout au papa parce que le nombre de retours qu'on a eu d'hommes qui ont dit bah en fait il a mis les mots, il a dit ce qu'on n'arrivait pas à dire de pourquoi c'est dur, pourquoi je veux pas d'un autre enfant, pourquoi ça, j'ai l'impression que ça met tout en péril à chaque fois. Et en fait, il a eu des mots extrêmement justes, extrêmement durs aussi, hein, sur la réalité, vraiment sans faux semblant de ce que traverse un couple qui accueille un nouvel enfant. Mais ouais, c'est une vidéo qui fait partie pour moi de l'évolution de notre compte et qui a été une étape importante. Ouais, parce que ça vous a ramené peut-être aussi un autre type de public qui s'est reconnu parce que tu étais très maternage, allaitement, portage, etc. Qui s'est reconnu aussi dans les galères de Ouais. ces choix-là.
Parce Mais que en c'est fait, pas j'étais quand trop même trop temps. extrêmement dans le positif de ce mode d'éducation. Euh, mais là, ça a apporté vraiment l'œil extérieur, tu vois, parce que en tant que maman maternante, tu peux pas te mettre à la place de ton mec, tu peux pas imaginer comment il perçoit les choses. Et, et en fait, même moi, de le voir, alors que enfin, c'est des choses qu'il m'a toujours dit, parce qu'on a quand même une très bonne communication dans notre couple, mais de le voir et de le voir exposé et interviewé par quelqu'un d'autre, je me suis dit, waouh, il a Ouais. raison, il a tellement raison en fait. Et d'avoir peut-être les retours de tous les gens, en fait. Mais oui, mais qui- oui, de dire, ah en fait, je pensais que c'était que chez moi, mais non, c'est Ouais. compliqué pour tout le monde. Ouais, ouais. Et je pense que ça a aussi été le point de départ d'une autre ère sur Insta, où tu as eu d'abord le maternage et tous ses bienfaits, et c'était hyper important de le mettre en avant et de dire qu'il y avait d'autres méthodes d'éducation, etc. Et puis, la suite, c'est quand même aussi de parler du revers de cette éducation et de ses choix. Et que Ouais, bah, non, c'est pas non plus tout beau, tout rose tout le temps. Et exactement. c'est vrai que Vincent a été un des premiers à le crier haut et fort et à dire bah, en fait, j'assume, c'est bon. C'est C'est ça. super dur d'être parent et il faut le dire, quoi. Ouais, exactement. Et il l'a très bien fait et je le remercie de l'avoir fait. Euh, Toi et aussi, t'exploites ton mec, en fait. mais évidemment, évidemment, mais le gars est là pour créer du contenu, faire de la vue Et vendre des putains de fringues et, d'allaitement. et vendre des fringues d'allaitement. Pourquoi d'autres serait-il là? D'ailleurs, on attend toujours son réel avec un body de tiganette. C'est Mais quand même pas de bol. Cette vidéo s'est arrêtée à 430 000 vues. Il avait dit qu'à 500 000 vues, il se mettait en body et nous je ne vais les le avons remettre en story jamais en disant atteints. allez voir cette vidéo. Alors attention, parce que le gars a de l'argumentaire, il a dit oui, mais nous n'avions pas parlé de laps de temps. C'est une vidéo qui a 2 ans. Je ne vais pas me mettre en body 2 ans plus tard si ça atteint les 500 000. Donc Romain, ne il, vous a fait, fatiguez oh. pas. Il se propose de l'aider. Romain, il est chaud pour se mettre en body, il n'y a pas de Mais problème. Romain, tu Très sais, bien. c'est un ex-nageur. Dès qu'il peut se mettre à poil, il est content. Donc, Mais non, Vincent, pas trop. c'est pas son genre. Bon, dommage. Euh, alors, je regarde vite fait les commentaires et je me suis souvenu, c'était Pin-Up Mom, le Ah compte oui. en question. Et non, c'est pas du coup Mathilde, Océane. C'est vrai que toutes celles, je les ai suivies aussi et je les suis toujours et c'est des copines, mais j'y ai pas pensé tout à l'heure. Bon, il n'y a pas vraiment de questions, il y a plutôt des réactions. Donc, on va pouvoir continuer sur le 5e poste. Donc, voilà, vous avez eu vos 3 enfants, vous avez évolué dans votre rôle de parent. C'est vrai qu'après, tu as fait le tour des sujets, puis tu vas pas revenir sur tous ces sujets, etc. Enfin, t'en parles encore, tu vois. Tu vas Il pas y a faire beaucoup de comptes qui mille le posts. font, hein, de ressasser Oui, un petit peu parce que c'est pour ça qu'on a été connus. J'ai beaucoup de mal avec ça et en fait, j'ai tendance à vouloir partager de l'actualité et ce que je vis en ce moment et ce qui me parle en ce moment. Et donc, c'est vrai que bah, ça fait plus de 2 ans que je parle pas forcément de portage parce que je ne porte plus. Je bah, parle tu parles moins de ça. d'allaitement parce que j'allaite que le matin et encore, ça s'estompe de plus en plus. Et en fait, c'est juste l'évolution de la vie. Et du coup, je préfère que mon compte suive l'évolution de ma vie plutôt Ouais. que de ressasser le passé parce que c'est ça qui fait des vues. Et alors que je pourrais très bien ressortir tous mes tutos de portage, j'imagine que maintenant, si je les mets en réel, ça fera des vues. Mais c'est pas mon truc. Oui, et puis bon, c'est un peu ennuyant aussi de faire toujours la même chose. Et puis c'est Ouais. aussi, je pense, pour ça que les gens continuent à te suivre parce qu'ils évoluent en même temps que toi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que bon, revoir toujours la même chose, ben, bon, ça attire des nouveaux gens, mais ceux qui sont déjà là, ils ont plus envie de regarder en fait. Ben oui. Et je trouve aussi que c'est ce qui fait ta force, c'est que ton compte, il a commencé pas du tout pour être un compte vu par beaucoup de gens, et tu continues à Et toujours partager pas. comme avant ta vie au fur et à mesure qu'elle arrive, et pas parce que ça marche.
exactement. Et du coup, bah, on arrive à la cinquième, au cinquième poste qui est donc votre nouvelle maison et votre nouvelle vie qui a généré quand même pas mal de trafic avec ce... Alors je sais jamais si on dit réel ou reel, Moi, je dis réel à la française. réel, de ce réel qui a aussi généré beaucoup de vues et puis surtout vos travaux après, vos galères d'emménagement, etc. Où vous avez vécu sans cuisine, je sais plus combien de temps. Beaucoup trop longtemps. Et dans la cave et tout ça. Enfin, bon. Bah, du coup, je te laisse raconter ce moment Oui. de votre vie. Alors, ce moment de notre vie, on l'attendait depuis fort, fort, fort longtemps. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a été autant suivi et que les gens ont été autant investis dans l'achat de notre nouvelle maison et des travaux et tout ça, parce que du fait qu'on ait ouvert une entreprise, nous avons dû rester dans notre appartement qui faisait donc 74 mètres carrés avec nos 3 enfants, une seule chambre pour les 3 enfants et notre entreprise qui était, enfin les locaux dans notre salon. Donc plus de salon, une seule chambre pour les enfants. Mais c'était le prix à payer pour pouvoir ouvrir une entreprise et il a fallu qu'on attende donc 3 ans de bilan positif pour pouvoir avoir la chance d'avoir un crédit pour acheter une nouvelle maison. Euh, Ça a donc été long, hein. Moi, je me souviens même des gens qui disaient bah, pourquoi vous déménagez pas? Et pourquoi vous oui, faites et pas une oui, nouvelle et oui. voiture? Parce que Bah, c'est les gens ne se mettent pas à notre place et se disent bah enfin c'est facile, vous avez des salaires. Non, en fait, tu vas voir la banque et tu leur dis j'ai une entreprise qui prospère. Ils disent, je m'en bats les steaks. Où sont les 3 années de bilan? Donc, il a fallu beaucoup de patience et on a été patient et on a pu acheter notre jolie maison. Donc, une maison des années 60, habitée par une mamie de 97 ans, primo-accédante de la maison, hein, enfin première propriétaire. Qui du coup était dans son jus des années 60 parce que rien n'avait changé depuis les années 60. Petite maison qu'on a visitée et bien des stories. on s'est senti extrêmement bien tout de suite dans cette ambiance de grand-mère et on s'est dit waouh, c'est elle qu'il nous faut. Et donc on a pu l'acheter. On a eu énormément de galères de banque parce qu'on a signé, alors on était censé signer la veille de Noël, mais la banque n'avait pas versé l'argent au notaire et tout, donc on a eu vraiment des gros coups de flip. Et on a pu annoncer qu'on avait acheté cette maison. Alors même si on était très superstitieux, on l'a acheté avant, on l'a annoncé avant d'être officiellement propriétaire. Et ça ne nous a pas porté le mauvais oeil parce qu'on a pu l'acheter quand même. Et d'ici là, on commencé tous les travaux. Et jamais je n'aurais pensé que ça plairait autant en fait. Euh, et en fait, même sur un Les compte galères de travaux. Mais les je galères pense de que travaux et puis même la déco, enfin ça plaît énormément quoi. je pense que Et c'est aussi parce que tu as une communauté très engagée qui était content pour vous. Tu vois. oui, oui, Genre, putain, ça fait 3 énormément. ans qu'ils galèrent, ça y est, ils arrivent à avoir cette Exactement. Et maison. c'est vraiment les messages que j'ouvrais tous les jours qui me faisaient extrêmement chaud au cœur de gens de je suis tellement fière pour vous et content pour vous comme si on était des amis parce que vous le méritez quoi. Après avoir galéré, après avoir été patient, vous méritez d'avoir le droit à votre jolie maison avec un jardin pour vos enfants. C'est trop beau. Mais grave. Ouais, moi j'étais contente pour vous aussi. Alors, mini petite parenthèse, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Comme ça, Ouais, qu'on on les parle voit. encore un petit peu et on pourra y répondre en fin de live. Et du coup, donc là, vous êtes installés, ça y est, cette parenthèse-là est terminée. Enfin, il y a Pas toujours tellement à parce faire. qu'il reste plein de travaux encore à Oui, vous faire, avez votre notamment meunier. l'étage et un Ouais. escalier. Enfin, il y aura Vous un allez épisode 2, pouvoir, mais tu je ne sais vas pas. pouvoir encore en parler pas mal, mais là, tout de suite, c'est quoi un peu ton actualité du coup sur ton compte? Alors, mon actualité sur mon compte. Il n'y a rien de préétabli, comme toujours en fait, comme depuis le début. Donc, mon actualité, c'est suivre notre quotidien de parents un peu débordés, dans notre jolie maison beaucoup en bazar et,
et puis c'est tout. Et puis après, notre activité professionnelle, vraiment, là, c'est la préparation du salon du Made in France qui aura lieu du 9 au 13 novembre à Paris, porte de Versailles, et où on a hâte de rencontrer et notre communauté et nos clientes, euh, et où on sortira la nouvelle collection en avant-première au salon avant de la retrouver sur Internet. Moi, je pense que je vais passer. J'espère bien. Je compte t'y voir. Ah oui, c'est vrai que on, on me dit là dans les commentaires qu'il y a eu le coallaitement Eh oui. euh, avec Noémie qui a été. Et je sais plus pourquoi on l'a pas mis parce qu'on en a parlé, mais il fallait choisir que 5 postes. Hein, il y a pas Oui, je 5 crois que postes. c'est ça. C'est qu'il fallait choisir 5 postes et donc on s'était dit bon. Et on s'était dit que comme c'était pas que toi, et que c'était pas que ton histoire, il me semble que c'était pour ça. Et oui, il y a ton livre qui arrive. Heureusement que ta communauté est là, Amélie, parce que Merci les gars, merci. Mon livre sort en février, j'en parle même pas, au secours. ah et il y a une question intéressante parce que c'est vrai que du coup Vincent a donné un petit coup de visibilité à ton compte, etc. Mais il apparaît plus tellement maintenant. Il a un peu disparu. C'est parce que Béné est en train de me le voler, donc on voulait pas trop le dire sur les réseaux, mais ça commence à être chaud entre nous. Non mais du coup c'est la question quelle est Alors, sa relation avec les réseaux? Pas avec nous, euh, avec les réseaux. avec les réseaux ou avec Béné? C'est quoi que vous voulez savoir? Donc, alors, Vincent et les réseaux, c'est un amour, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Euh, Pendant toute la crise Covid, il s'est énormément éloigné des réseaux. Il a été en privé pendant plus de 2 ans parce qu'en fait, il n'en pouvait plus de la négativité des gens, de la bien-pensance et de tout ça en fait, vraiment. Donc il s'est complètement éloigné des réseaux et j'ai réussi à le motiver à repasser son compte en public où il n'a rien posté depuis 2020 je crois, mais parce qu'en fait j'aimerais qu'il s'y remette parce qu'il a tellement de choses et de belles choses à dire, il écrit merveilleusement bien et quand il fait des posts c'est extrêmement pertinent et beau et donc j'aimerais vraiment qu'il s'y remette mais en fait faire les choses quand on n'en a pas envie, ça n'a pas tellement de sens. Donc, si à un Ça se moment il sent. a envie, il recommencera. Pour l'instant, je ne crois pas que l'envie soit là. Mais voilà. Et puis, quand même, à une belle époque, il était donc Albert le reporter qui me filmait en soum-soum dans les stories et suivait notre quotidien en tant qu'Albert reporter. Et je sais pas, il a perdu le mojo, quoi. Il le fait plus. Bah, Romain avait fait ça un moment aussi. Et Et c'est ça, nos mecs perdent papa le fil du truc, quoi. et du coup, il y a des gens qui se souviennent que Romain était papa épuisé, Ouais, mais il a arrêté. ouais. Il a encore mon compte parce qu'en fait, il faisait ça parce qu'il a mon compte en Oui, back. bah Vincent aussi, il a un compte, évidemment. Donc des fois, il prenait son téléphone et il faisait des. Et en fait, je pense qu'en fait, on a 2 enfants et qu'il est dépassé par la vie. Moi, je pense qu'il est plutôt plus réservé parce qu'il y a plus de monde. Alors, moi, c'est un truc qui m'impacte pas, en fait, qui est 88 000 ou 50 000 ou 30 000 ou 10 000. Ça change pas ma façon de partager ou de communiquer. Mais après, le vrai truc, c'est que les réseaux, c'est pas tout beau, tout rose. Et si c'est pour se taper des commentaires négatifs et tout, et qu'il gère pas après, qu'il a envie de péter des gueules, c'est pas forcément utile qu'il reprenne mon téléphone et qu'il fasse des vidéos. Non, c'est vrai. J'ai une petite question là. Est-ce que tu gères toujours les envois des cartons depuis chez toi? Parce qu'une personne se souvient des piles de cartons dans toute sa vie. Oui. Alors ça a été une grande étape qui date de il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans, où nous avons pris la grande décision de déléguer le SAV qui était déjà donc délégué, mais aussi la logistique. Et donc, ça fait 2 ans que nous n'expédions plus les colis, mais que c'est Alexandrie
qui les expédie depuis la Bretagne, depuis son local. Et qui vous répond aussi sur la boutique et qui gère d'une main de maître le SAV et qui nous a fait gagner au moins 60% de temps de travail pour être efficace sur d'autres choses et de pouvoir travailler sur le développement de nos collections, de pouvoir suivre la prod au plus près et comme ça de ne plus avoir à gérer les expéditions. Donc d'un côté, c'est un truc un peu grisant parce que quand tu envoies, tu te rends compte réellement de ce que tu vends, de la quantité, de ce que ça implique. Mais même si on l'a plus, on se rend compte quand même parce qu'elle nous envoie toujours des petites photos, par exemple du camion de la poste qui part avec des racks entiers sur le camion où c'est juste nous et on se dit waouh, tout ça, quoi. C'est incroyable. Et nous, quoi. Mais donc non, du coup, on n'envoie plus les colis, c'est Alexandrie qui le fait. Il y a un petit commentaire qui dit c'est quand même incroyable d'avoir créé tout ça. Je suis désolée, on va pas, on va faire encore une question sur l'organisation de Tiganette Création qui fait quoi en fait entre Vincent et toi. C'est la grande question. En fait, comme je suis sur le devant de la scène, les gens se disent son mec se planquait, il est payé à rien foutre. Mais réellement, les gens pensent ça. Si on est deux, c'est qu'il y a du travail pour dire, rassurez-vous. Donc, moi, je gère la partie création, enfin, ouais, le côté créatif. Donc, c'est-à-dire que je design les nouvelles collections. Évidemment en duo, hein, je fais pas mon truc en soum soum, je dis allez hop, c'est ça qui va sortir, on se met d'accord et on réfléchit ensemble, mais moi je design les collections, je fais les premiers prototypes et lui s'occupe du sourcing, donc de chercher la matière. Donc je rappelle qu'on travaille en grande partie en upcycling, donc ça veut dire que d'abord on trouve des matières qui sont vouées à la destruction. Issues d'autres marques, issues d'erreurs par exemple de bain, une grande marque qui va commander 1000 mètres de tissu d'un certain numéro Pantone et en fait le truc sort pas de la bonne couleur, il peut pas l'utiliser parce que c'est pas la bonne couleur, sauf que moi je m'en fiche que ce soit pas la bonne couleur parce que j'ai flashé sur cette couleur là, sur ce rouleau qui est déjà fait. Et donc, ça fait un travail tout à l'envers où on va trouver la matière et se dire, ok, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, tu réfléchis, tu fais des protos, tu testes jusqu'à trouver exactement le truc qui match avec cette matière. Le seul hic, qui en est un sans en être un, c'est que, étant donné que ce rouleau, il existe par erreur, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc, tu fais des toutes petites prods de trucs qui n'existeront plus jamais. Alors, c'est un côté un peu frustrant si tu es passé à côté. Mais moi, j'adore parce que ça me permet de créer toujours plus et de faire marcher ma créativité comme jamais. Un côté un peu unique, je trouve. Quand Ouais. tu achètes une pièce Tiganette, tu sais qu'il n'y aura pas énormément de gens qui l'auront, Ouais. qu'ils ne pourront pas la retrouver comme ça facilement. Donc, tu t'achètes aussi un style un peu unique, ouais. Ouais, exactement. Et donc, Vincent s'occupe du sourcing. Il s'occupe du suivi de prod, donc d'être en lien avec l'atelier, de vérifier que tout va bien, de vérifier qu'on n'est pas trop dans le jus niveau délai et timing, parce que c'est le nerf de la guerre. La production, c'est une succession de retards. Et donc, il faut avoir tablé suffisamment proche de la vérité pour réussir à sortir une collection dans les temps, malgré les retards des différents prestataires. Bien qu'on fabrique tout à Paris, c'est pas le transport. Ça me fait penser à Astérix Obélix Mission Cléopâtre. C'est exactement ça. On n'imagine pas à quel point c'est exactement ça. Parce que pour le coup, quand on fait créer un tissu, donc on le fait créer, il y a le tisserand qui tisse la matière première, qui l'envoie en teinture, qui teint, et qui l'envoie ensuite à notre atelier, qui le passe en découpe. Donc il y a le découpeur, ensuite il y a l'atelier qui assemble, et ensuite on nous l'envoie. Donc si tu as une semaine de retard chez chaque partenaire, en fait, en fin de prod, tu as déjà 6 semaines dans la vue, tu vois. Donc, c'est réellement ça. Tu demandes le formulaire B, tu envoies un message. Là, dont les gens n'ont pas conscience du tout. Pas du tout. Du Et coup, quand on nous dit, vous faites un paquets. réassort, un réassort, ça veut dire c'est dans 12 semaines. Je crois pas que dans 12 semaines, tu voudras ton truc.
Donc, non, non, c'est tout un. Enfin, c'est un réel truc qu'on ne soupçonne pas quand on ne fait pas partie de la production. Ouais, mais c'est cool de lire comme ça, les gens. Bon, les derniers trucs, parce que c'est rigolo. Il y a une nana qui dit que est-ce que tu vas faire une robe de mariée d'allaitement pour une certaine soirée des 50 000 abonnés d'une certaine personne ici présente. Alors non, et je suis même bien embêtée pour cette soirée parce que moi, je fais partie de ces meufs-là qui ont mis leur robe de mariée à la poubelle. Donc je n'ai plus ma robe de mariée pour la grande soirée de mariage. Donc Qui arrivera un jour prochain quand. oui, mais je trouverai une solution parce que je suis pleine de Oui, ressources. mais j'accepterai une robe blanche. Non, non, mais je Il y a ferai des forcément nanas qui mieux que ne sont ça. pas mariées, je vais pas leur dire bah non, tu viens pas. Non, mais je ferai forcément mieux que ça. Mais, mais j'aurai une robe de mariée, je ne sera pas la robe de mon mariage. Bon, bah c'est triste, mais bon. Mais j'annonce tout de Je suite, te ce ne sera pas laisserai une t'en année de émerveiller. création, je me lance pas là-dedans du tout. Dommage. Il y a peut-être un truc à faire. Absolument pas, je te le dis, il n'y a rien à faire. Bon, bah, je te remercie beaucoup d'avoir Merci à toi, Béné. participé à ce live. C'était hyper intéressant. C'était trop, trop chouette. Donc, bah, pour ceux qui ne connaissaient pas Amélie, vous la retrouvez sur son compte Tiganette. Elle a sa marque d'allaitement Tiganette Création. Et puis, je vais finir le live avec ma petite question de savoir qui tu aimerais voir invité dans My Life in Post. J'aimerais bien voir Marie Little Bumbaou. Eh ben, écoute, je lui proposerai. Et puis, si elle est partante, go. Ouais, carrément. Eh ben, je te remercie, Amélie. Je te souhaite Merci à toi, une Béné. Merci bonne pour ce soirée. live de grande qualité. Je pense qu'on peut dire que dans tout l'Instagame, il n'y a pas des lives aussi bien ficelés que Eh ben, My Life in Post. merci à la petite application avec laquelle je fais, qui est narrative. Mais de toute façon, j'en reparlerai en story parce qu'à chaque fois que je fais ces lives, on me demande. Évidemment. Mais comment tu fais? Mais c'était très chouette en tout cas. Et ben, je te souhaite une bonne soirée. On vous fait des bisous à tous. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau My Life in Post avec je ne sais pas encore qui. Salut, salut. Salut!